Notre image provient d'une boutique dans une rue de l'ancienne concession française à Shanghai. C'est un quartier très gentrifié et les petits commerces ont généralement fait place à des boutiques de luxe, de créateurs, d'antiquités et de cafés chics. La route est très large, assez calme. Néanmoins, entre ces artères, de nombreux immeubles restent encore résidentiels et populaires. À l'angle d'une de ces rues se trouve un antiquaire qui propose majoritairement des objets européens. It's unlike a cabinet. People can put things. This is a bench, right? In English, it's a bench, and people don't know how to use this. Of course. Yeah, it's not comfortable. It's uncomfortable for sitting on this. Yeah, Yeah, and for decoration, it's really strong and heavy for this style. People think it's really hard to match for the style, but I like it. Notre image se trouve sur un dossier de banc. Ce banc est un coffre, très ouvragé, massif, foncé, chargé. Le dossier est composé de 2 panneaux de bois plus clairs, où sont représentées 2 scènes de chasse, probablement dans un mélange de marqueterie et de bois peint. Le dessin n'est pas très réaliste, mais on peut voir sur le panneau de gauche un ours, au milieu de plusieurs chasseurs. Cet ours, que l'on peut facilement confondre avec un loup, se tient sur ses 2 pattes arrière et vole la longue lance d'un des chasseurs, qu'il tient à 2 pattes et prend dans sa gueule. Ce n'est pas très beau, ni très fin, mais c'est assez surprenant. La scène semble rare. L'animal gagne-t-il souvent dans les scènes de chasse? Est-il courant de représenter des chasseurs en difficulté? Because it's the size Black Forest. Because now, especially in Shanghai, also in China, there are many people and the rich people and they like the European antiques, and for them the Chinese antiques are too expensive. So they also need this kind of things for decoration. For the decoration, and I bought this from France, but actually it's Germany style. Okay. Okay. Le vendeur explique qu'il s'agit d'un meuble forêt noire, une forêt à cheval entre la France et l'Allemagne, qu'on trouve beaucoup d'ours là-bas et qu'ils sont très présents sur ce style de mobilier. Apparemment, il fait une légère erreur. Le dit mobilier n'est ni allemand ni français, il est suisse. Il vient majoritairement de la région de Brienz. Brienz, au bord du lac homonyme, est une commune du canton de Berne en Suisse. Une école de sculpture sur bois y a été créée en 1884 et est toujours en activité. On peut supposer que la confusion vient du fait que l'appellation forêt noire ou Black Forest Style est facile à retenir et se diffuse donc facilement. Le fait qu'en France, on trouve principalement ce mobilier dans la région de Strasbourg, proche du dit massif montagneux, est une autre piste. Une explication plus précise nous est fournie dans un ouvrage de référence, Swiss Carvings, The Art of the Black Forest, où les spécialistes Jay Arensky, Simon Daniels et Michael Daniels nous expliquent que cet abus de langage vient d'une des caractéristiques même de ce mouvement, son exportation. D'après Mobilier et Intérieur suisse au XXe siècle, l'attribution erronée a été causée par le fait que les sculpteurs allemands de la Forêt Noire produisaient, à la fin du XIXe siècle, des coucous lourdement sculptés et équipés de pièces suisses importées. Les sculpteurs suisses ont alors produit leurs propres coucous dans un style similaire, mais beaucoup plus léger. Il n'y avait donc qu'un pas à franchir pour classer non seulement les coucous, mais aussi toutes les sculptures de la région suisse Forêt Noire. Le thème forêt noire est désormais utilisé depuis si longtemps par les marchands, les collectionneurs et les commissaires-priseurs pour décrire les sculptures en bois suisses qu'un changement ne ferait que semer la confusion. L'ouvrage de référence Mobilier et intérieur suisse au XXe siècle, paru en 2002, nous permet de mieux saisir les enjeux d'identité de ces ours en bois exportés. Nous tenons en permanence un stock varié de grandes pièces, n'hésitez pas à demander notre catalogue spécial. Telle était vers 1900 l'aimable invitation que la firme de sculpture sur bois Edbinder & Compagnie adressait à ses clients dans l'un de ses catalogues. La traduction de ce message en anglais et en français montre que les touristes formaient l'essentiel de la clientèle. Dans un article publié en 1989, Christine Hoffmann a étudié les liens étroits qui unissaient la sculpture sur bois de l'Oberland bernois et le tourisme naissant, expliquant à quel point les sujets véhiculant l'image d'une nature et d'un folklore suisse idyllique répondaient à la demande de cette clientèle, mais montrant aussi que la sculpture sur bois n'a jamais été un art populaire traitant des formes et des motifs traditionnels à l'intérieur d'un milieu vital restreint. Ce qui aurait été d'ailleurs en contradiction avec la participation des sculpteurs et des fabricants à la plupart des expositions nationales et internationales. Bettina Koller ajoute que, d'exposition universelle en exposition universelle à Londres, à Vienne ou ailleurs, la sculpture sur bois de Berne passe de la section Beaux-Arts à Manufacture. Elle cite sans lui donner raison Jacob von Falke, qui constate que les ateliers bernois
ne faisait qu'effleurer une certaine élévation des conceptions artistiques parce qu'y dominait le naturalisme et que le pur luxe l'y emportait sur l'usage. Les assemblages produits soulèvent la question de l'emplacement réservé à l'objet dans la maison. Christine Hoffmann, dans son article « Le développement de la sculpture sur bois dans l'Oberland bernois », des sauvages heureux sculptés pour leur vie, nous apprend que les touristes, qui appartenaient principalement à la classe moyenne émergente, restaient les seuls acheteurs de gravures. Leur envie d'animer leur maison avec des animaux et des plantes en bois, comme leur voyage au grand air, peut être vue comme une compensation à leurs conditions de vie sobres. On peut mettre en parallèle ce désir de rapporter chez soi un souvenir doux et émouvant de Suisse avec le fait que le concept même de nostalgie vienne de Suisse. D'après Mobilier et Intérieur suisse au XXe siècle une nouvelle fois, invention suisse, la nostalgie fut peut-être même, comme l'écrivait Jacques Goebbler, le principal cadeau de la Suisse au reste du monde. Créé par le médecin genevois Johannes Jakob Harder au XVIIe siècle, le terme désigne une maladie qui paraît avoir été diagnostiquée pour la première fois chez les mercenaires suisses au service étranger. On nommait ainsi la langueur dont les confédérés étaient saisis chaque fois qu'ils voyaient des images ou entendaient des chants ou des mélodies faisant ressurgir en eux le souvenir du pays. Ces images au fort pouvoir évocateur sont ici bel et bien un axe commercial de survie car la sculpture d'Oberland n'a jamais été un art populaire. Elle apparaît dans une période de famine, à partir de 1816-1817, avec le besoin impérieux de trouver de nouvelles sources de revenus. D'ailleurs, les motifs et la qualité de leur réalisation sont dépendants de la demande touristique. Cette invention montagnarde a d'ailleurs profité des modes de l'aristocratie anglaise. En effet, la reine Victoria fait construire en 1853, à la suite d'un voyage en Suisse, un chalet dans sa propriété d'Osborne. Elle le meuble entièrement avec des objets de cet artisanat suisse si typique et apporte beaucoup d'intérêt à cet endroit propice à l'éducation de ses enfants et aux joies simples de la famille. On peut lire sur le site English Heritage, caché derrière une ceinture d'arbres, il a plutôt été construit pour fournir un espace privé aux enfants royaux, pour en apprendre davantage sur le monde qui les entoure, et pour jouer aux adultes et apprendre l'entretien ménager, la cuisine et le jardinage. Si Michel Pastoureau nous parle de la dégradation de l'ours dans nos imaginaires à partir du Moyen-Âge, il est ici représenté de manière très positive et accompagne des valeurs plébiscitées. L'animal est figure de proue du mouvement et symbole de la ville de Berne. Loin des représentations en monstres violeurs des contes véhiculés par le christianisme pour mettre à bas l'icône païenne, l'ours est dans le style forêt noire mis en avant dans des scènes familiales avec des attitudes et des jeux humains, portant adroitement différents accessoires dont il se fait le support. Donc, lors d'une crise économique pendant la première moitié du XIXe siècle, certains habitants de la région de Berne remarquent qu'un type d'artisanat d'art est apprécié par les touristes visitant la région, entre autres l'aristocratie anglaise. La période est peu favorable aux locaux et ceux-ci se saisissent de l'opportunité. Peu à peu, la production est industrialisée, les objets souvenirs s'exportent partout et deviennent représentatifs d'une identité suisse, au même titre que l'est la figure du chalet dans les expositions universelles. Le style est appelé, à tort, forêt noire. Actually, my teacher is a Lithuanian guy. My teacher lives in Dutch. Okay. He's a European guy, and then his whole family also is many do the antique business. And then my teacher really likes this style, Okay. so he has a lot of this kind of things. I remember for this one, he had more than 5 different types, different size, and different curving. Actuellement, les antiquités chinoises sont très chères. Les riches propriétaires sont très férus d'antiquités européennes. Le style forêt noire fait partie des styles convoités, manifestement plutôt dans des régions comme celle de Pékin, plus ancrées dans la tradition et une certaine solennité. Une ville plus cosmopolite comme Shanghai a des affinités bien plus fortes avec l'Art nouveau. Selon le marchand, cela s'explique par la présence historique d'Art nouveau à Shanghai, mais aussi par une certaine sensibilité présente dans la ville. So for people living in Shanghai, they will like this kind of things. It's very female shape, and it's very Very organic, sweet. yeah. And you also can distinguish by the tongue, the pronunciation between Beijing and Shanghai. The people in Shanghai and Suzhou, they talk very gentle, right? It's very gentle.
The local language is very gentle, right? It's very. I don't know. I only live in Shanghai. I Okay. have no comparison. But if you live in Beijing, they talk is very happy. Yeah. It's very loud. Yeah. It's very. So the culture is so totally different. Okay. Yeah. So during the culture, we make people have different taste. On trouve aussi actuellement un fort intérêt pour ces meubles en Europe. Des sites spécialisés conseillent par exemple aux professionnels comme aux amateurs d'être prudents concernant le poids de l'objet pour dégoter des pièces authentiques. Il existe de nombreuses copies chinoises, mais celles-ci sont souvent exécutées dans des bois plus denses et plus lourds que ceux utilisés traditionnellement, comme le tilleul. Alors cet objet, le style forêt noire, sorte de cliché d'identité, fait finalement plusieurs boucles culturelles. Il traverse plusieurs époques, lieux, et l'intérêt qu'on lui porte a toujours plusieurs métacouches. Est-ce qu'on pourrait définir la valeur d'un objet par le nombre ou la potentialité de boucles culturelles qu'il effectue ou qu'il va effectuer ? À la valeur d'usage peut aussi se rajouter celle du looping. Peut-être qu'il y a un indice spéculatif à trouver pour pouvoir mesurer ces objets autrement qu'en termes de catégorie d'art, de design ou de mobilier, ou encore en qualité de facture ou de matériaux, de cote sur le marché. Calculer le nombre de boucles culturelles pourrait être un équivalent de la poussée d'Archimède, mais appliqué à la densité des objets culturels. Yeah, but the They are this one. yeah, this kind of yeah, very nice. And only in Shanghai people have this kind of taste for unavailable style. But in Beijing, Guangdong, they don't like it. Après m'être renseignée sur le style forêt noire, je ne suis plus très sûre que le meuble que j'ai vu en fasse bien partie, ni même qu'il ait pu s'agir d'incrustations de nacre ou d'ivoire. Malgré mes doutes sur l'authenticité de la pièce, qui n'altère pas les différentes boucles culturelles aperçues ici, je suis toujours convaincue de l'insincérité de l'antiquaire shanghaïen. Il s'agirait plutôt d'un banc Henri II du XIXe siècle. Ce style de meuble était produit pour rappeler les mobiliers des châteaux, avec des colonnes et des scènes de chasse, comme celles que nous avons présentées. La marqueterie, le bois foncé et non ajouré ne sont pas des indicateurs d'un meuble forêt noire. À la fin de la discussion, l'antiquaire s'intéresse à mon travail, mes études, et j'essaye de lui expliquer. Il me parle d'un grand projet de galerie d'art moderne, au-dessus de sa boutique, de spécialisation dans le domaine de la commercialisation de cette période. Quelques jours plus tard, j'ai vu la boutique vidée, l'intérieur détruit par d'importants travaux de rénovation. Occupé par les derniers préparatifs avant mon départ, et sans doute par pudeur aussi, je n'ai pas pris le temps de retourner le voir pour lui demander si un nouveau plan d'urbanisme dans ce quartier particulier avait contrarié ses projets. So thank you very much for answering to You're all welcome. You're my welcome. questions. My pleasure. And also nice to meet you. Thanks for your sharing. And I hope you can have a very big success on your career, the art media. Yeah, you're welcome.